Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Gandillot, qui est aujourd'hui Senior Advisor et qui a une carrière extraordinaire de patron de Dell Technologies au niveau Europe, qui a dirigé Neuf Télécom, qui était président du directoire de Cdiscount. Et on va aborder avec lui aujourd'hui un sujet particulièrement brûlant qui est comment croître sur un marché mature et comment challenger son modèle de vente peut devenir un outil stratégique. Bonjour Xavier. Bonjour Roland. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes comme chaque semaine formidable. Vous étiez la semaine dernière plus de 412 personnes inscrites pour accueillir et recevoir Nicolas Caron, qui nous a parlé de son dernier ouvrage Left Way Prospect, avec à la fois une perspective très rafraîchissante sur la prospection, ou avec beaucoup d'outils qui se développent. Finalement, quand on retourne aux fondamentaux, l'excellence opérationnelle, elle paye. Et je vous invite à vous précipiter à la Fnac pour acheter, sur Amazon, c'est disponible sur Amazon pour acheter son bouquin Lève-toi et Prospect, plein de conseils très concrets. Et voilà. Alors, qui sommes-nous? Incentive, qui est le sponsor des Masterclass de l'excellence commerciale. Incentive, c'est une société française, une plateforme logicielle de gamification et de coaching des réseaux commerciaux, qui travaille pour apporter un esprit positif, engageant et structuré à l'animation de la performance de grandes organisations. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs très variés, comme la banque, l'assurance, laboratoire pharmaceutique, l'industrie et les nouvelles technologies. Et Incentive est une des seules entreprises, à notre connaissance, à s'engager financièrement sur le résultat, sur l'impact opérationnel de sa mise en œuvre. Et à ce jour, nous avons contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients. Voilà, la page de publicité est terminée et nous accueillons aujourd'hui Xavier. Pablo, est-ce que tu veux nous dresser en quelques mots le portrait de Xavier? Bien sûr, bonjour Roland, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Xavier, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure des télécommunications et ingénieur du corps des mines. Vous avez débuté votre carrière comme ingénieur des télécommunications, puis vous vous êtes dirigé vers le conseil en stratégie et en organisation au sein du Boston Consulting Group. Au cours de ces 15 dernières années, vous avez travaillé dans divers secteurs, notamment les nouvelles technologies, Internet et médias. Vous étiez directeur général adjoint Alcatel, VP EMEA chez Dell, directeur général chez Neuf Télécom et président du directoire chez Cdiscount. Vous avez également dirigé la filiale française du groupe Wolters Kluwer, qui sont entre autres les éditions Lamy, Liaison Sociale, ASH et Dalian. Et enfin, vous étiez également président du syndicat de la presse professionnelle et administrateur de la Fédération nationale de la presse. Voilà. Alors Xavier, avec une telle expérience, tu as vu des modèles de vente très très différents. Finalement, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Quelle est la meilleure façon de gagner en productivité commerciale? C'est la question à 1000 francs. Merci Roland pour cette question. En fait, vous le savez tous, la meilleure façon de gagner en productivité dans ces équipes de vente, dans ces forces de vente, c'est bien sûr de recruter les bonnes personnes, de les former, de les motiver, d'avoir les bons outils, etc., etc. Mais ça, je vais passer très vite parce que ça, vous le savez tous. Et je pense que vous le faites tous au quotidien et vous êtes tous focalisés là-dessus. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui et ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de prendre aussi, y compris en matière commerciale, un pas de recul et de se poser la question de son modèle d'organisation commerciale. Alors, avoir le bon modèle, ça ne remplacera jamais le fait d'avoir les mauvaises personnes, des gens mal formés, etc. Mais à l'inverse, si vous ne faites que avoir des gens de qualité bien formés, etc., ça ne suffira pas. Et vous pouvez vous trouver dans des situations où, parce que vous n'avez pas pris le recul et vous n'avez pas réfléchi finalement à votre organisation et à votre modèle de vente,
mais finalement, vous passez à côté d'opportunités, vous passez à côté de gains de productivité qui peuvent être presque d'une autre ampleur des gains que vous allez chercher et que vous cherchez à obtenir tous les jours dans le fonctionnement quotidien et l'optimisation quotidienne normale de vos forces de vente. Nicolas Caron nous disait la semaine dernière, l'excellence ne garantit pas le succès. Finalement, on retrouve dans ce que tu dis un concept que tous les entrepreneurs connaissent bien, c'est-à-dire qu'on peut travailler très dur, avoir des équipes excellentes, mais de temps en temps, on a du mal à débloquer une situation, hein, et notamment sur des marchés matures ultra concurrentiels, hein, des marchés de commodités, on peut arriver à finalement une sous-optimisation de l'effort. Alors, on a eu moi j'ai eu le plaisir de travailler avec toi chez Dell. Michael Dell a développé une approche et une métaphore tout à fait particulière sur ce marché de l'informatique. Tu veux nous en dire plus sur cette fameuse métaphore du marécage ? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque dont on parle, et c'est malheureusement encore un peu le cas aujourd'hui, le marché des PC, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est un marché difficile. La marge sur chaque PC vendu est microscopique. On se bat pour des centimes. Les croissances sont, selon les années, plus ou moins fortes, mais globalement, c'est quand même un marché qui est un marché extrêmement mature, qui s'est très vite commoditiser. Et donc, la question, c'est de se dire, mais comment, dans un marché comme ça, dans un contexte comme ça, qui n'est pas un contexte qui tire naturellement, comment je fais pour survivre et comment je fais pour gagner ? Et là, la métaphore à laquelle tu fais référence, Roland, de Michael Dell était extrêmement puissante. Michael Dell nous disait, imaginez que le marché, c'est un marécage. Nous sommes tous face à un marécage. On est là pour se battre et essayer de récupérer des choses dans ce marécage. Quand on voit ça comme ça, on peut se dire, on va tous essayer de courir plus fort, on va essayer de pagayer plus vite. Pagayer dans un marécage, courir dans un marécage, c'est compliqué, on va tous s'épuiser et ça ne marche pas. Michael Dell continuait en disant, oui, mais en fait, dans ce marécage, il y a des endroits dans lesquels il y a de l'eau, il y a de la gadoue, on s'enlise, c'est horrible. Et puis, il y a des petites buttes qui sortent un peu du marécage, sur lesquelles il y a de l'herbe verte, sur lesquelles il y a des choses à manger. Et notre vision, notre stratégie, notre organisation commerciale, c'est pas d'aller éponger le marécage. Notre vision, c'est que toutes ces petites buttes d'herbe verte, on veut les identifier, on veut se focaliser dessus et aller les chercher. Après, le marché est grand, on a des concurrents, très bien. Eh bien, écoutez, nos concurrents, on va leur laisser la partie où il y a de l'eau, où il y a de la gadoue, où il y a des sables mouvants. S'ils veulent y aller, pas de problème, on ne se battra pas. Nous, on va se battre uniquement sur les petites buttes vertes du marécage. Alors, c'est une image qui est assez parlante, mais qui est finalement assez puissante. Hein. Et alors, Xavier, en quoi c'est différent de ce qu'on voit dans tous les bouquins de marketing, le Mercator, etc., où on faut segmenter son marché et puis se focaliser sur les segments les plus rentables? En fait, c'est assez différent parce que ça pousse à une logique de segmentation qui peut aller bien au-delà des grands segments stratégiques qu'on voit généralement dans les bouquins de marketing. Alors, dans les bouquins de marketing, on va segmenter les gros, les petits, on va segmenter en fonction du type d'activité, etc. Chez Dell, on avait poussé cette logique extrêmement loin pour essayer d'identifier les points intéressants et les points du marécage dans lesquels il était possible de faire de la marge. On allait quasiment jusqu'à segmenter par taille d'activité, par type d'activité, par nombre d'employés, par profil de l'entreprise, par type d'achat historique que l'entreprise avait fait, et de façon à avoir une juxtaposition de différents modèles, de différents segments. Alors, certains segments, on choisissait de ne pas y aller, ou d'y aller de façon purement opportuniste. Et puis d'autres segments, on allait les cibler spécifiquement avec des approches dédiées et des organisations commerciales dédiées à ces segments. Je vais prendre juste un exemple de la puissance de cette micro-segmentation. Lorsque, à l'époque où j'étais chez Dell, on avait donc déjà en place cette segmentation. Et puis, assez vite, on s'était aperçu qu'il y avait quelques points aberrants. C'est-à-dire dans un de nos segments, qui était le segment des petites boîtes technologiques, donc qui était un segment qu'on servait un peu en réactif, parce qu'on se disait ce sont
sont des gens, lorsqu'ils ont du besoin, ils vont nous appeler, on va leur vendre des serveurs, et puis voilà, et puis on passera à autre chose, on ne va pas maintenir une relation. On s'apercevait que dans ce périmètre-là, il y avait quelques boîtes qui étaient des points aberrants, qui avaient des comportements qui ne ressemblaient pas aux autres clients de ce segment. Et en creusant, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des gens qui étaient en train d'essayer de se positionner sur le cloud, qui étaient en train de bâtir des fermes de serveurs à destination de leurs propres clients. Et c'était des gens qui, dans notre approche de segmentation historique, seraient naturellement passés entièrement sous le radar. Parce que c'était des gens, c'était des sociétés en général petites, avec un capital social pas énorme, qui étaient relativement récentes. Donc, la visibilité qu'on pouvait avoir de leur taille ou de leur chiffre d'affaires datait de l'époque où ils avaient démarré. C'était des gens qui, en général, avaient assez peu de salariés. Donc, tout était réuni pour que ces gens-là passent sous le radar. Le fait de les avoir identifiés et de s'être dit non, ces gens-là, c'est une start-up qui a moins d'1 an, mais qui en 6 mois achète 10 serveurs et qui le mois prochain prévoit d'en acheter 10 par mois, il est hors de question de les traiter comme on traite une start-up ou une toute petite TPE d'une activité classique. Et donc là, on a choisi de les segmenter et de les traiter de façon complètement dédiée. C'est un exemple de la puissance de cette réflexion sur finalement cette micro-segmentation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Chaque fois qu'on peut démoyenniser la façon dont on regarde les choses, on apprend quelque chose et on y gagne. Et alors, c'est effectivement intellectuellement très tentant de se dire qu'on va pouvoir adapter son approche à chaque micro-segment pour avoir un discours, une relation client qui est parfaitement adaptée à leurs besoins. Mais comment est-ce qu'on scale ça? Parce que finalement, à chaque fois que je crée un nouveau segment, je crée des nouveaux process, je crée un nouveau discours commercial, propose éventuellement des nouvelles offres. Comment on fait en sorte de scaler cette approche sans se perdre dans un degré de complexité qui étoufferait l'organisation? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 2 réponses à cette question. La première réponse, c'est d'avoir une vision soi-même de son modèle commercial qui soit la vision d'un modèle un peu générique qu'on va adapter et qu'on va ajuster à chacun des segments. Si je reprends l'exemple de Dell, chez Dell, notre modèle générique, c'était le modèle qu'on appelait le modèle RAD, rétention, acquisition, développement. C'est un modèle dans lequel on dit finalement, à la louche, il y a 3 grandes catégories de façon de travailler avec un client. Soit on est dans la phase d'acquisition, et là le but c'est de rentrer et de le fidéliser, de rentrer et de pénétrer le compte et d'exister chez ce compte. Soit on est dans la phase de rétention, c'est en particulier chez un client pour lequel on a une share of wallet importante, on est le principal fournisseur du client, donc là il s'agit de le retenir et d'empêcher les concurrents de rentrer. Soit on est entre les deux dans la phase de développement. Ça, c'était le modèle générique de Dell qui nous servait de framework intellectuel, qui servait également de base à nos outils, à nos façons de mesurer les choses, à nos façons de mesurer et de suivre nos activités. Ensuite, chaque micro-segment, si je prends l'exemple des startups qui faisaient de l'hébergement et des fermes de serveurs, chaque micro-segment, on ne va pas réinventer pour ce micro-segment un modèle complètement différent. On va se contenter d'ajuster ce framework général qu'on a en tête en se disant, OK, dans ce framework général, ces sociétés microserveurs, comment j'ajuste? Et là, typiquement, la partie acquisition était relativement simple. La partie rétention n'était pas le sujet parce que c'est des sociétés très jeunes. Et la partie essentielle était comment je fais pour ne pas être un fournisseur parmi elles, mais être le fournisseur de référence. Donc là, dans l'exemple qu'on cite, on n'avait pas tout réinventé, on avait juste ajusté notre framework général d'organisation commerciale en se disant pour ce type de société, on va fortement valoriser la share of wallet, c'est-à-dire le poids qu'on va représenter dans cette entreprise par rapport au poids que représentent nos concurrents. L'objectif étant d'être le seul ou que nos concurrents soient marginalisés auprès de ce client. Et alors, tous les directeurs commerciaux, les managers commerciaux qui nous écoutent se posent certainement la question, OK, mais comment est-ce que je détecte que j'ai besoin de challenger mon modèle commercial? Puisque ça fait finalement des années et des années que
j'optimise à la marge la productivité de mes collaborateurs, que je digitalise. J'ai mis en place un CRM il y a une dizaine d'années, que j'ai peut-être changé une fois. J'ai mis en place un outil de marketing automation. J'essaye tant bien que mal de faire se parler le marketing et les ventes pour qu'ils travaillent de concert. Finalement, je suis dans de l'optimisation marginale depuis des années. Comment est-ce que je peux détecter que là, je suis à un moment où il faut que je regarde sur le côté, que je prenne du recul pour imaginer ou de réinventer mon modèle? Quels sont les signes précurseurs, les signes avant-coureurs qu'il est temps de prendre du recul? Il y a à la fois des signes, des signes à savoir percevoir, et puis il y a aussi quelques bonnes pratiques qui peuvent permettre de se forcer à se poser la question. Parmi les signes, clairement, tout ce qui relève de la data analysis, les prévisions de vente, la façon dont on fixe les objectifs, sont des leviers extrêmement importants pour détecter des shifts, des évolutions du marché ou l'apparition de nouveaux segments ou la disparition de nouveaux segments. En particulier, il faut savoir résister à la tentation de se dire OK, nos objectifs, on les fixe traditionnellement comme ça, donc on s'attend à ce que telle personne soit bonne, donc c'est normal qu'elle surperforme. Non, résistons à ça et essayons vraiment de faire l'exercice, et Dell faisait cet exercice de façon extrêmement poussée, en se disant, ce type de profil, ce type de portefeuille, pour ce type de commercial, je m'attends à ce que ce commercial puisse ramener tant de marge brute ou tant de nouveaux clients. Et ensuite, je constate, alors soit qu'il ramène beaucoup moins que ce que j'attendais, soit qu'il ramène beaucoup plus. La plupart des organisations traditionnelles vont s'arrêter là, en se disant, ah ben, il ramène beaucoup moins, donc c'est qu'il n'est pas bon, je le vire, j'en mets un autre. Il ramène beaucoup plus, super, il est vachement bon, donc je lui donne une grosse prime et c'est reparti pour un tour. Chez Dell, on ne s'arrêtait pas là. On se disait, alors ceux qui ramenaient pas beaucoup, on pouvait regarder et travailler avec eux pour voir s'il y avait un problème de méthode ou d'outils, mais on regardait aussi ceux qui ramenaient beaucoup, et notamment ceux qui ramenaient beaucoup plus que ceux à quoi on s'attendait. Et c'est comme ça notamment que Dell a détecté l'émergence de ce profil des startups qui bâtissaient des fermes de serveurs. Parce que les commerciaux qui finalement se retrouvaient à gérer ce type de demande ou ce type de commande se sont mis à surperformer leurs objectifs. Alors on aurait pu se dire, bah super, ça veut dire que nos gars sont bien formés, qu'ils vendent bien, qu'ils sont efficaces, très bien. Et c'était probablement le cas. Mais la culture de Dell nous a poussé à aller un cran plus loin et à se dire, non mais regardons, essayons de comprendre d'où vient cette surperformance, qu'est-ce qui fait que cette surperformance se produit et se produit sur tel type de client. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait ce segment qui était en train d'émerger et qu'on a décidé de mettre en place des façons spécifiques de gérer et de calculer les objectifs, notamment pour ce type de segment. Donc, premier message, c'est essayons d'anticiper ce à quoi on s'attend et soyons exigeants sur la compréhension des écarts entre ce qu'on observe et ce qu'on attendait, y compris et surtout lorsque ce sont des bonnes nouvelles. C'est contre-intuitif. La tendance que nous tous avons naturellement, et c'est humain, quand on a une bonne nouvelle, c'est de se dire super, allons acheter des bouteilles de champagne, on célèbre la bonne nouvelle. Il faut le faire, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est extrêmement important de comprendre pourquoi on a gagné plus, pourquoi on a surperformé par rapport à l'objectif. Parce que derrière ce pourquoi se cachent potentiellement des réponses qui vont vous aider à détecter des changements en profondeur de votre environnement marché ou des opportunités d'optimiser encore votre organisation commerciale et votre mode de fonctionnement. Le deuxième élément de réponse sur cette question, c'est qu'il est important pour détecter ces changements que l'organisation ne se soit pas sédimentée. Une organisation, et notamment une organisation commerciale, ça s'use, ça s'érode. Vous choisissez une organisation commerciale à un moment, vous mettez en place les équipes, des modes de fonctionnement, des process, et ce choix, vous le faites sous forme de compromis entre des avantages que vous estimez être importants et puis quelques inconvénients marginaux que vous acceptez parce que finalement, les avantages l'emportent sur les inconvénients. Au bout d'un moment, si vous laissez sédimenter cette organisation, la nature est ainsi faite que vos avantages seront toujours là, mais les inconvénients dont vous estimiez qu'ils étaient
qu'ils étaient marginaux par rapport aux avantages que vous tiriez de l'organisation, deviennent de plus en plus connus, deviennent de plus en plus présents. Vos équipes qui sont là pour essayer de trouver toutes les failles vont jouer sur ce que vous estimiez être ces inconvénients, et petit à petit, vous allez avoir une espèce de rééquilibrage entre finalement les avantages qui sont toujours là, mais bon, pas plus, et puis les inconvénients que vous aviez acceptés au début comme compromis parce que vous estimiez qu'ils étaient mineurs, petit à petit sont bien réels, sont utilisés, sont exploités, et petit à petit, la performance de votre organisation s'use. Ce qui me conduit à quelque chose qui était dans la culture d'elle, qui était cette logique de dire une organisation doit changer. Une organisation commerciale doit changer. Il est aberrant intellectuellement de se dire j'ai trouvé la bonne organisation, surtout je ne change plus rien pendant les 15 ans qui viennent. Si vous faites ça, c'est la meilleure recette pour être sûr que vous allez vous prendre tous les murs qui vont arriver. Alors Dell avait une approche un peu extrême dans l'autre sens, qui était de dire je ne sais pas vraiment ce qui va se passer dans le marché dans les prochaines années, mais je fixe comme principe qu'en chaque début d'année civile, je remets à plat mon organisation commerciale. Alors, ça peut être un peu déstabilisant pour les équipes, il faut bien le reconnaître. C'était pas non plus une remise à plat qui consistait à tout remélanger de façon profonde à chaque fois, mais systématiquement, chaque année, Dell, dans l'ensemble des pays, pour l'ensemble de ses organisations commerciales, se posait la question quel est le meilleur modèle? Qu'est-ce que je garde de la façon dont j'ai fonctionné dans l'année qui s'est écoulée? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce qu'éventuellement je change, même si je ne suis pas certain que ce soit mieux? C'est peut-être la même chose, mais je vais quand même le changer pour éviter cet effet de sédimentation et éviter que finalement chacun s'enquiste dans sa zone de confort. Voilà, donc c'est vraiment deux idées très fortes que je voudrais partager avec vous tous parce que je suis vraiment intimement persuadé que ce sont des bonnes pratiques, ce sont des signaux, des lampes rouges qui doivent s'allumer dans nos têtes de dirigeants et de dirigeants, notamment lorsqu'on parle de force commerciale. Il ne faut pas se satisfaire de bons résultats quand on ne comprend pas d'où ils viennent, un. Et deuxièmement, n'hésitons pas à changer et à se poser la question de changer. C'est très sain. Et alors, certains changements dans ton expérience ont été contre-intuitifs et ont bousculé un peu le statu quo. Lors de la préparation de cet entretien, tu m'as parlé de ton expérience chez Neuf Télécom, où tu étais directeur général. Qu'est-ce que tu as impulsé chez Neuf Télécom qui a bousculé un peu les équipes et puis après on parlera de comment on gère le changement, comment on accompagne le changement, mais plus spécifiquement comment on arrive à prendre des décisions contre-intuitives. Chez Neuf, typiquement, alors là on était dans un contexte un peu différent puisque Neuf Télécom s'était constitué par intégration et acquisition d'un certain nombre de ses concurrents, notamment en B2B. Et à l'époque, donc, on avait intégré des morceaux d'équipe de vente des différents acteurs, Belgacom, Ciris, etc., qui avaient rejoint les équipes de Neuf Télécom. Et chacun de ces acteurs avait son propre modèle de vente ou avait ses propres principes. Et un exemple qui me vient en tête, c'est que dans l'héritage que j'avais trouvé lorsque j'avais pris la division entreprise, il y avait une équipe qui était focalisée, qui nous venait de Belgacom, France, qui était historiquement focalisée sur la rétention des clients business. Et franchement, c'est plutôt une bonne idée. Et je suis sûr que tous autour de la table, vous êtes convaincus que c'est très difficile de gagner un nouveau client. Et vous êtes tous convaincus qu'une fois qu'on a gagné un nouveau client, il est absolument indispensable de le retenir et de ne pas le perdre. Donc, cette équipe rétention, qui était avec des commerciaux plutôt seniors, ayant une solide expérience, des gens assez compétents, travaillait sur les comptes business qui avaient été acquis, avec qui on avait signé un contrat télécom. Alors, typiquement, c'est des contrats de 3 ans, et travaillait pour sécuriser le fait que finalement, ce client reste chez nous. Alors,
c'est là où il faut se méfier du sens commun et il faut se méfier des choses qui paraissent évidentes. Effectivement, ça paraissait évident à tout le monde que la rétention était indispensable et que retenir des clients, c'était quelque chose de très important. Sauf que, comme pour l'exemple qu'on citait tout à l'heure de la surperformance des commerciaux, j'ai quand même souhaité m'assurer que les coûts de rétention qu'on consentait pour retenir ces clients qu'on voulait absolument garder se matérialisaient et finalement qu'on les retenait et que la valeur de notre capacité à les retenir justifiait les coûts et l'effort important qu'on consentait. Et là, je suis tombé de ma chaise parce que le bon sens, l'intuition avait tendance à me dire que c'était bien de retenir des clients, sauf que en faisant et en regardant de façon factuelle le taux de renouvellement des contrats pour les clients qui étaient gérés par ces équipes de rétention versus le taux de renouvellement des contrats pour les clients qui n'étaient pas gérés par des équipes de rétention, ben, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de différence. Donc, la culture commune des équipes à l'époque était de se dire c'est super important de retenir nos clients et j'ai besoin de passer du temps parce que au prochain appel d'offres, je veux être bien positionné. Mais les faits et l'analyse factuelle des choses nous montraient que, en gros, tous les 3 ans, nos clients remettaient en cause leurs fournisseurs, relançaient un nouvel appel d'offres, qu'ils s'attendaient en gros à 30% de réduction à chaque appel d'offres à l'époque, c'était énorme, et que nos chances de succès, les prix auxquels on arrivait, les baisses de prix qu'on était obligé de consentir, finalement n'avaient été quasiment pas influencés par les efforts importants de rétention et de fidélisation qu'on faisait avec ces clients. Donc on a décidé, j'ai décidé de remettre en cause ce modèle et d'arrêter purement et simplement ces activités dédiées à la rétention de nos gros clients et à rebasculer ces commerciaux qui étaient des gens de grande qualité sur d'autres activités de conquête, de réponse à de gros appels d'offres, etc. Et globalement, en agissant ainsi, bah, évidemment, ça a renforcé la productivité et l'efficacité de nos efforts commerciaux. Donc, c'était un exemple complètement contre-intuitif et sur lequel le seul juge de paix, finalement, c'était de passer outre à la conviction que les uns et les autres avaient pour dire vous avez sans doute raison, mais regardons ensemble les chiffres et vérifions. Et quand on vérifie, ben on s'aperçoit que c'est pas toujours conforme à l'opinion commune généralisée. Un autre exemple, peut-être rapidement de cette époque neuve, cette fois côté grand public, là on avait un contexte un peu différent. On était un petit opérateur historiquement, on n'était pas très connu, on avait besoin de croître très vite, on avait besoin d'exister. Et donc, on avait commencé à organiser différents canaux de vente pour aller chercher et acquérir de nouveaux clients Internet. Ces différents canaux, évidemment, étaient en concurrence les uns avec les autres. Et historiquement, la conception générale était de se dire il faut quand même qu'on ait une organisation qui soit bien structurée, avec des process pour gérer les conflits de canaux, parce que si on demande à l'un de nos distributeurs de pousser tel type d'offre, mais qu'en même temps on fait des ventes directes et que on se retrouve à vendre sur le même prospect et puis en plus pas forcément au même prix, on va se fâcher avec le distributeur. Voilà. Donc c'était très compliqué. C'était un sujet qui polluait beaucoup des discussions au sein de la direction commerciale, au sein des équipes commerciales. Et c'était un sujet on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Là aussi, je me suis dit, mais regardons, mettons un peu les choses à plat et regardons vraiment les enjeux. Et en fait, quand on regardait les enjeux, on s'apercevait qu'à l'époque, on était en phase de croissance, en phase de conquête. Notre part de marché historique était très faible. La probabilité qu'un prospect qu'on démarche soit un client de Free ou d'Orange ou de Wanadoo à l'époque était énorme. Donc la probabilité qu'on démarche le même entre différents canaux était finalement très faible. Et donc là, le choix que j'ai fait, ça a été de me dire, OK, j'entends qu'il va y avoir des conflits de canaux, j'entends qu'il y a un risque que nos différentes équipes, nos différents canaux se battent pour le même prospect, mais ce risque, je vais l'assumer parce que dans le contexte où nous sommes, dans le contexte de conquête et de faible part de marché que nous avons, j'ai beaucoup plus à gagner en acceptant qu'éventuellement, quelquefois, il y a un peu de casse ou un peu de frottement entre mes différents canaux,
plutôt qu'en cherchant à mettre des process de synchronisation de mes canaux et des process de cohérence multicanale qui finalement m'alourdissent, me ralentissent et me font perdre en agilité et en agressivité commerciale. Et donc, j'ai fait le choix de complètement transformer la philosophie d'organisation commerciale en disant maintenant, les canaux, vous êtes indépendants, allez-y à fond et que le meilleur gagne. Bon, et l'histoire a montré que ça a plutôt bien marché. Ouais, extraordinaire success story que Dell et que l'histoire de Neuf Télécom, Neuf CGTEL qui est maintenant SFR. Une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette demi-heure d'entretien, on aimerait la poursuivre. Une dernière question peut-être sur l'accompagnement au changement. Ton approche très data-driven fait prendre des décisions qui sont difficilement parfois acceptables et acceptées par les organisations. Quelles leçons tu tires de toutes ces initiatives qui ont été menées, parfois tambour battant, pour mieux faire accepter par les équipes ces transformations souvent radicales? Mais j'en tire deux leçons. La première, c'est l'importance de prendre à tout moment un pas de recul stratégique et de faire un pas en arrière et de regarder la façon dont on travaille. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on va faire quand on est dans le feu de l'action. Il faut savoir le faire, il faut savoir le faire régulièrement. Le deuxième élément, pour répondre plus spécifiquement à ta question sur la façon de forcer ces transformations et de réussir ces transformations, on oppose souvent les transformations drivées par l'analytique, la data et le factuel, d'une part, et puis d'autre part, les transformations drivées par le choix de la bonne personne au bon endroit et en disant finalement, si on met les bonnes personnes, ça va marcher. La réalité et ma conviction profonde, c'est qu'il faut les deux. Il ne faut surtout pas opposer les deux. Pour réussir une transformation, et notamment dans des forces de vente ou dans des grosses équipes commerciales, on a absolument besoin des deux. Il faut absolument avoir un cadre analytique, un cadre factuel avec des données qui permettent de factualiser les choses. Si on ne factualise pas les choses, on est à la merci de celui qui crie le plus fort, qui parle le plus fort ou qui parle en dernier. Mais ça ne suffit pas. La dimension people, le choix des personnes est essentiel. Une des choses les plus étonnantes chez Neuf en particulier, c'est que chez Neuf, on n'hésitait pas à confier des jobs dans des contextes de transformation rapide, on n'hésitait pas à confier des jobs à des gens dont on estimait qu'ils en étaient capables, mais qui n'avaient pas forcément le profil naturel auquel on s'attendait. J'ai en tête l'exemple d'un des meilleurs contrôleurs de gestion qui auparavant était un responsable marketing. L'ancien DRH était, avant d'être DRH, un excellent commercial B2B. Un patron d'un segment commercial était, lui, en finance et dans le contrôle de gestion. Il n'avait jamais fait de vente de sa vie. Alors, je ne dis pas qu'il faut bâtir l'ensemble de l'organisation de cette façon-là, mais ne sous-estimons pas le gain qu'on peut obtenir en injectant ponctuellement des profils atypiques qui vont casser le consensus, qui vont remettre en cause les choses, parce qu'arrivant sans a priori, ce sont des gens qui vont être capables d'entraîner en disant « Mais non, regardez, vous êtes tous convaincus que ça se passe comme ça, mais regardons ensemble, et vous voyez bien qu'en fait, ça fonctionne comme ça. Donc allons-y, allons chercher et allons-y comme ça. » Et quand on arrive à combiner les deux, la data et puis quelques graines de gens un peu iconoclastes, le monde est à vous. Mais sur cette très belle parole, un grand merci Xavier. Quelques ressources pour aller plus loin dans cette réflexion. Le livre de Michael Dell qu'il a publié il y a quelques années, en 1998, pour raconter sa formidable aventure, Direct from Dell. Ensuite, un livre sur la transformation des organisations, la transformation stratégique des organisations par Eric Flamholtz et Yvonne Rundle. Et puis un article de Harvard Business Review sur les 20 transformations business les plus radicales de la dernière décennie.
Voilà, avant de vous quitter, peut-être ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Émeric Derlincourt et Chloé Prévélus de Fnac Darty qui viendront nous dire comment accélérer les ventes d'un réseau partenaire avec près de 5000 vendeurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface. Xavier sera très heureux d'y répondre en direct. Alors oui, on a eu quelques petites questions. Donc on va commencer par Vincent. Je dois développer un client grand compte, une banque, pour le compte d'une ESN de taille moyenne. Comment adapter le modèle pour se différencier de la concurrence, outre le fait d'être bien formé? Donc, il s'agit d'une ESN qui cherche à développer des ventes vis-à-vis de clients grands comptes qui sont des banques. J'imagine que c'est ça. Si vous voulez, je peux vous la relire. Oui. Je dois développer un client grand compte, à savoir une banque, pour le compte d'une ESN de taille moyenne. Comment adapter le modèle pour se différencier de la concurrence, outre le fait d'être bien formé? D'accord. Ben, alors, c'est difficile de répondre de façon précise à une question de cette façon-là, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pistes. La première piste, c'est de regarder l'activité de la banque de la façon la plus large possible et de se demander finalement quels sont les besoins de la banque au-delà de des domaines sur lesquels j'interviens. C'est un de mes patrons américains d'il y a longtemps avait comme stratégie de se dire, quand je vends à un client, je veux regarder et je veux comprendre ce dont mon client a besoin juste avant et ce dont il a besoin juste après mon intervention. Et donc une piste qui est souvent très riche, c'est de comprendre en profondeur la façon dont notre client fonctionne et de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait avant, qu'est-ce qu'il fait après? Est-ce que j'ai une façon, est-ce que j'aurais des possibilités de m'intégrer plus en amont et plus en aval? Ce qui est une façon de se différencier. Après, il peut y avoir toutes les façons classiques de se différencier, donc évidemment la spécialisation sur des types de clients similaires et le partage de synergies, ça peut aller jusqu'au développement de quasi-produits. Alors, la notion de produit en ESN, c'est toujours quelque chose qui est un peu à double tranchant. C'est difficile d'y répondre de façon plus générique, mais j'aurais vraiment tendance à vous pousser à chercher à vraiment comprendre le modèle de votre client, le modèle de la banque que vous servez à servir, et à le comprendre sans vous limiter au strict champ de l'appel d'offres ou de la consultation sur laquelle vous vous battez. Merci beaucoup. On enchaîne avec une autre question. Comment vous présentiez l'équipe rétention et développement à vos clients? Alors, si on parle de Dell, dans lequel effectivement on segmentait avec cette approche RAD, en fait, on ne le présentait pas. Les clients ne savaient pas qu'ils étaient gérés avec le A de acquisition, avec le R de rétention ou avec le D de développement. Les premiers à le savoir étaient les commerciaux parce que leurs objectifs étaient structurés de façon complètement différente. Pour faire simple, les portefeuilles de clients ou de prospects qui étaient en acquisition, on valorisait la conquête et le gain de la share of wallet à l'intérieur du client. On voulait rentrer. Et à la limite, si pour rentrer, il fallait sacrifier un peu de marge, c'est pas grave. Et donc, les objectifs étaient essentiellement axés sur la conquête, sur le volume d'affaires, sur le chiffre d'affaires, avec quelques garde-fous sur la marge. À l'inverse, en rétention, on surveillait notre share of wallet, c'est-à-dire on surveillait la marge qu'on réalisait avec ce client et on allait objectiver nos commerciaux essentiellement sur la marge réalisée avec le client et en particulier avec un fort discount en cas de diminution de cette marge. Donc, si le client commençait à aller acheter ailleurs, le commercial était extrêmement pénalisé. Et puis en développement, on avait des modèles un peu mixtes entre les deux. Donc, pour répondre à la question, on ne disait jamais à un client, et heureusement, cher client, vous êtes dans notre catégorie rétention. Notre objectif, c'est de vous milquer et d'extraire le maximum de marge de chez vous tant que vous restez avec nous. On ne le disait pas.
Mais dans la réalité, c'était quand même la philosophie du modèle. Merci beaucoup. On en a une autre. Quelles sont les compétences clés selon vous à développer pour les commerciaux s'ils veulent rester compétents en 2021? Performants, pardon, pas compétents. Moi, je pense que les compétences clés des commerciaux, alors il y a toutes les compétences traditionnelles qui sont réelles et que je ne vais pas reprendre, que vous connaissez tous, hein, le dynamique, etc. Très bien, il faut qu'ils aient tout ça. Mais j'en rajouterai quelques-unes et je pense notamment à la curiosité et à la capacité à comprendre le cadre un tout petit peu plus large, à comprendre le cadre un tout petit peu plus général. Un commercial, quand il rencontre son client, doit s'intéresser à ce qui est important pour son client, y compris ce qui pourrait sembler ne pas avoir d'impact direct sur son activité à court terme. C'est vraiment, pour moi, ce côté curiosité du commercial, ça fait peut-être partie des dimensions qu'on peut avoir tendance à oublier en valorisant des commerciaux qui sont complètement focalisés et qui doivent l'être sur leurs résultats, l'atteinte de leurs objectifs, etc. Mais laissons-leur et encourageons et trouvons des façons d'encourager chez nos commerciaux une forme de curiosité, une forme d'ouverture. Parce que c'est une garantie pour nous, c'est une garantie pour l'ensemble des organisations d'avoir les thermomètres, d'avoir les capteurs qui vont vous permettre de détecter que quelque chose est en train de se passer, que les clients ne raisonnent plus comme ils raisonnaient avant. Et en particulier en 2021, on sort du confinement, les modes de fonctionnement ont changé, la relation à distance a pris plus d'impact par rapport à la relation physique. Donc cette dimension et cette capacité à être curieux et à aller comprendre ce qui se passe autour, alors de façon marginale, hein, il ne s'agit pas de passer l'essentiel de son temps là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui est important parce que, en particulier quand vous êtes à distance, vous avez très vite fait de perdre le contexte et de perdre les occasions de savoir ce qui se passe autour. Merci beaucoup, Xavier. On aura une autre question. Comment vos équipes commerciales acceptaient tous ces changements? Quel était le taux de départ et le climat général? Alors, le taux de départ était réel, j'ai plus les chiffres en tête, donc je ne vais pas il y avait un taux de départ réel, mais finalement, alors chez Dell en particulier, il y avait une très grande dynamique entre la rémunération des commerciaux qui fonctionnaient très bien et ceux qui ne fonctionnaient pas. Ce qui fait que finalement, un commercial qui n'était pas très bon ou qui n'était pas adapté à l'activité qu'il avait, ben, finalement partait de lui-même et c'était très bien comme ça parce que les salaires de base n'étaient pas très élevés et la partie variable était très significative. Et à l'inverse, c'était un levier de rétention extrêmement puissant pour les commerciaux qui fonctionnaient bien, qui étaient la bonne personne au bon endroit et qui là pouvaient avoir des variables qui explosaient et qui explosaient de façon très régulière. On avait toute une philosophie chez Dell de non-plafonnement. Enfin, on avait développé tout un savoir-faire de fine-tuning des objectifs commerciaux, des systèmes d'accélérateurs, des systèmes de surprime. Donc, il y avait vraiment toute une ingénierie de l'objectif commercial qui, à la fin de la journée, représentait énormément d'argent. C'était vraiment une part très importante de la masse salariale des commerciaux, mais qui donnait une puissance, à la fois une puissance de rétention pour les bons et pour les meilleurs, et puis éventuellement une motivation pour aller voir ailleurs pour ceux qui finalement ne se sentaient pas à l'aise dans le modèle, qui finalement était la bonne façon de fonctionner. Alors après, quand vous avez ce schéma-là, la question du changement d'organisation pour les commerciaux n'était pas vraiment une question. C'était plus déstabilisant pour les managers, pour tout vous dire. Pour les patrons commerciaux ou pour les patrons de pays. Là, oui, c'était franchement déstabilisant. Vous étiez patron d'un PNL, on vous expliquait que bah oui, l'année prochaine, vous serez simplement patron d'une activité commerciale et puis le PNL, il sera géré en Irlande pour l'ensemble. Où on vous expliquait que vous étiez patron d'un pays, bah maintenant les 3 pays, on les met ensemble. Et puis bah, sur les 3 patrons de pays, il n'y a plus qu'un patron pour l'ensemble des 3 pays. Donc c'était assez déstabilisant pour les managers. C'était pas forcément un problème pour les commerciaux eux-mêmes qui s'y retrouvaient. Et encore une fois, avec cette culture
de se forcer à ne pas laisser l'organisation sédimenter, on crée aussi une habitude de changement et une certaine agilité. Et les commerciaux qui avaient 5 ans ou 10 ans d'ancienneté chez Dell savaient que, ma foi, tous les ans, ça allait changer. Potentiellement, ils pouvaient être amenés à changer de patron. Bon, so what, hein. C'est tout pour les questions. Merci beaucoup, Xavier. Xavier, un immense merci pour cet entretien passionnant dont on retiendra la nécessité d'aller au fond des choses et de bien comprendre, pas simplement les échecs, mais surtout bien comprendre les succès pour aller chercher ces poches de croissance et d'opportunités. On retiendra aussi la richesse d'introduire des talents atypiques dans une organisation pour rafraîchir et redonner de l'oxygène à la réflexion opérationnelle. Un immense merci pour ta présence aujourd'hui. À très bientôt et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Émeric Derlincourt et Chloé Prézelius de chez Darty qui nous parleront de comment accélérer les ventes de marques partenaires dans un réseau de 4000, un peu plus de 4000 vendeurs en magasin. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent jeudi. À très bientôt et merci encore, Xavier. Merci à tous.